Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. La traque se poursuit ce soir par toutes les polices de France. Les suspects, les deux frères Kouachi, sont toujours en fuite. Les recherches se concentrent en Picardie. Et au lendemain de l'attentat à Charlie Hebdo qui a fait 12 morts, l'émotion est très vive. Une fusillade a eu lieu à Montrouge ce matin qui a entraîné la mort d'une policière. On ne sait pas s'il y a un lien entre les deux actes pour le moment. Et partout en France, une minute de silence a été observée. L'heure est à l'unité, même si sur le plan politique, le Front National dénonce son exclusion de la marche républicaine de dimanche. On va analyser différents points ce soir au vu de tous ces éléments. Le profil et le parcours des suspects, les aspects de l'intégrisme radical, les réponses sur le plan du renseignement et politique aussi. On va en parler avec de nombreux invités en notre compagnie. Le président du Sénat, Gérard Larcher, l'ancien ministre de l'Intérieur, de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, Louis Caprioli, qui a été le chef du contre-terrorisme à la DST, le spécialiste du Moyen-Orient à l'IFRI, Denis Bochard, et l'historien Jean-Noël Jeannet, et d'autres invités encore, le 22h, en édition spéciale ce soir, jusqu'à 23h30. Merci donc d'être en notre compagnie ce soir. On en sait beaucoup plus sur les suspects, toujours en fuite. Les frères Kouachi, Chérif et Saïd ont été repérés dans la matinée à proximité de Villers-Cotterêts. Ils ont été reconnus par un pompiste affirmant qu'ils étaient lourdement armés. Le parcours et le profil, en particulier du plus jeune des frères, Chérif Kouachi, ne sont pas inconnus des services de police. Au contraire, les deux frères ont fait l'objet de surveillance. On voit tout cela avec lui, Sybille. 20 km² passés au peigne fin. Ce soir, l'étau se resserre. Des opérations de ratissage se déroulent actuellement dans l'Aisne, au nord de Paris. Les fouilles se concentrent plus précisément à Corcy et Lompont. Le GIGN et le RAID font du porte-à-porte. Les habitants sont retranchés chez eux. Reculez, là. Difficile de dire malgré tout que les suspects s'y trouvent. Ils auraient abandonné leur véhicule, une Clio grise, et seraient à pied. Plus tôt dans la matinée, les deux présumés terroristes ont braqué 7 stations d'essence sur la Nationale 2. Cagoulés et armés de Kalachnikov et de lance-roquettes, ils ont pris du carburant et de la nourriture pour se ravitailler. C'est la dernière fois qu'ils ont été vus. Des fourgons de police sont toujours déployés. Un hélicoptère survole la Nationale 2. Cette route est d'ailleurs coupée à la circulation. L'enquête, ou plutôt la chasse à l'homme, dure maintenant depuis plus de 30 heures. Les deux suspects, les voilà, deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, âgés de 32 et 34 ans. Le premier, Chérif, avait été condamné en 2008, puis en 2010. Il avait participé à la filière dite des buts de Chaumont, une filière d'envoi de combattants en Irak. Hier soir, 23h, opération d'envergure à Reims. La police et le RAID fouillent et perquisitionnent l'ancien appartement des deux principaux suspects. Dedans, des images pornographiques ou encore des ouvrages prônant le djihadisme. Toute la journée, d'autres perquisitions ont eu lieu à Strasbourg et dans plusieurs villes de la région parisienne, comme à Pantin et Gennevilliers. En tout, 9 personnes ont été placées en garde à vue, toutes en tant que témoins. La première voiture, la Citroën C3, qui a servi à la fuite du commando, a été retrouvée au but de Chaumont. Dedans, des cocktails Molotov et des drapeaux djihadistes. Ce soir, le plus haut niveau du plan Vigipirate, déjà activé en Ile-de-France, a été élargi à la Picardie. En tout, 88 000 membres des forces de sécurité ont été engagés. Les politiques, les élus s'organisent pour la marche républicaine qui aura lieu ce dimanche. Le président Hollande a reçu aujourd'hui de nombreuses personnalités à l'Élysée, dont Nicolas Sarkozy, le patron de l'UMP, qui sera présent à ce grand rassemblement. Et la polémique s'oriente ce soir vers la présence ou plutôt l'absence du Front National. La présidente du FN s'indigne d'être tenue à l'écart de la marche et dénonce, je cite, une manœuvre politicienne minable. Les détails avec Pauline Dame. Toute la journée, la question de la participation du Front National à la manifestation de dimanche a taraudé la classe politique. C'est finalement Marine Le Pen, prenant acte de son exclusion du rassemblement, qui a pris la décision de ne pas y participer. Nous allons les laisser entre eux, nous serons aux côtés du peuple français, déclare-t-elle, fustigeant une manifestation UMP-PS.
Ce sera donc sans les militants frontistes que défileront au coude à coude, aux côtés des responsables de la gauche, les leaders UMP, UDI et MoDem. À l'UMP, la décision a été prise à l'issue d'un bureau exceptionnel. L'UMP va appeler à la demande de Nicolas Sarkozy à manifester dimanche prochain pour défendre avec la plus grande fermeté les valeurs de la République. Cette manifestation doit être une manifestation d'unité nationale, ce qui signifie qu'elle doit associer tous nos compatriotes et elle ne peut pas reposer sur l'exclusion de certains, quelles que soient les différences que nous avons entre nous. On ne peut pas construire une manifestation d'unité nationale en commençant à exclure certains. Au sein du Parti socialiste, la question n'était pas tranchée. Si Manuel Valls souhaitait l'union la plus large, d'autres responsables socialistes, comme Julien Drey, estimaient que le Front National n'avait pas sa place dimanche. Les déclarations de Marine Le Pen ont clos ce soir le débat. Un autre drame a marqué la journée. Une fusillade à Montrouge a eu lieu le matin, provoquant la mort d'une policière municipale âgée de 20 ans. Le tireur est toujours en fuite. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, précise ce soir que rien ne permet pour le moment de lier les deux attentats. 2 personnes sont en garde à vue. On voit tout cela avec Jérôme Rabier et Sophie Normand-Couturier. Il est environ 8 h ce matin, avenue Pierre-Brossolette à Montrouge, quand 2 véhicules entrent en collision. La police municipale et un agent de la voirie sont appelés sur les lieux. Un homme extérieur à l'accident ouvre alors le feu. Un monsieur s'est mis à courir en me disant que dehors ça tire. Oui, que dehors ça tire. Et il m'a dit de fermer la porte à clé, enfin les portes à clé, c'est ce que j'ai fait. Et au bout de 5 minutes, j'ai ouvert. J'ai vu une bonne femme par terre allongée. Et au bout de 20 minutes après, il y a les pompiers et la police qui sont arrivés. Âgée d'une vingtaine d'années, la policière municipale succombe à ses blessures. Elle a été touchée à la gorge. L'agent de la voirie, lui, est grièvement blessé. 7 témoins sont rapidement entendus. Un important dispositif policier est déployé. 2 personnes sont ce soir en garde à vue. On ignore si parmi elles se trouve le tireur équipé lors de la fusillade d'une arme de poing, d'un fusil mitrailleur et d'un gilet pare-balles. À ce stade, aucun lien n'est établi entre cette fusillade et l'attentat contre Charlie Hebdo. C'était une journée de deuil national aujourd'hui. Une minute de silence a été observée partout en France, dans différentes villes, avec le mot d'ordre que vous connaissez, « Je suis Charlie ». Et un rassemblement a eu lieu tout à l'heure, en début de soirée, place de la République à Paris. Les détails avec Nathalie Guillouard. La suite de l'édition spéciale du 22h avec nos invités à présent. Je vous les présente. Le président du Sénat, Gérard Larcher, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous étiez avec le chef de l'État tout à l'heure, François Hollande, qui a donc reçu les présidents des 2 assemblées et beaucoup d'autres responsables politiques. Avec nous également Jean-Pierre Chevènement, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ancien ministre de l'Intérieur, de la Défense. Vous avez été sénateur du territoire de Belfort et président d'honneur, vous l'êtes, du MRC. Avec nous également le spécialiste du Moyen-Orient à l'IFRI, Denis Beauchard. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et nous accompagne également ce soir, Louis Caprioli, bonsoir. Vous avez été le chef du contre-terrorisme à la DST il y a quelques années. Alors messieurs, c'est un énorme dispositif qui est déployé pour retrouver les suspects, toutes les polices de France, le RAID avec le GIGN. La traque, on l'a dit, se poursuit actuellement. Le périmètre semble se resserrer. En tous les cas, les recherches se concentrent en Picardie. On va analyser tous les éléments concernant le parcours et le profil des suspects, parler aussi des moyens de faire face à cette épreuve. Et on va évoquer également l'aspect politique. Tout d'abord, Gérard Larcher, vous étiez avec le chef de l'État aujourd'hui. Vous avez été reçu comme d'autres responsables. Quel est le message, la priorité du président ? Je crois que la priorité que nous avons partagée, j'avais eu hier après-midi le président de la République, c'est d'abord le message de l'unité d'un pays
qui est autour des valeurs de la République, ne doit pas céder ni à la terreur, ni à la peur, ni à l'amalgame. La deuxième des choses que nous avons, c'est bien sûr, derrière ce temps de la compassion, il y a la nécessité d'agir. Et, j'allais dire, quelque part, une unité exigeante. C'est une des responsabilités de l'exécutif. C'est aussi, et je le dis devant Jean-Pierre Chevènement, nous avons partagé ensemble un certain nombre de choses au cours des 2 années dernières. C'est aussi une responsabilité du Parlement, notamment dans l'exercice du contrôle, parce qu'il va bien falloir répondre aux questions de nos concitoyens, y compris pour ne pas nourrir les amalgames, les peurs et les rejets. Mais en ce moment, je crois que le temps aussi est de laisser les policiers, les gendarmes travailler, laisser la justice travailler, les procureurs travailler, parce que l'urgence, c'est d'arrêter ces assassins. Bien sûr, le temps des questions, on va en parler ce soir. Vous parlez, et on parle beaucoup en ce moment d'union, d'unité. On la voit d'ailleurs dans ces formidables rassemblements populaires. Les gens se réunissent spontanément, rendent hommage aux victimes. Et du côté des politiques, Gérard Larcher, on a beaucoup entendu le mot unité dans la bouche des responsables. Une marche républicaine est organisée ce dimanche. Est-ce que vous êtes favorable à l'absence, à l'exclusion du Front National ? Ça doit être une marche des valeurs républicaines et de l'unité républicaine, et non pas la marche additionnelle de partis politiques. Voilà pourquoi je ne comprends pas la décision d'exclure tel ou tel. Ou alors il faut aller au bout de la logique. Le Front National n'est pas un parti républicain. Il faut en tirer les conséquences comme on l'a tiré pour d'autres formations politiques. Je crois que ce temps d'unité, méfions-nous de ne pas le briser, nous en aurons besoin, parce qu'après le temps de la compassion viendra le temps de la passion. Et il faudra des hommes et des femmes de raison pour gérer ce temps de la passion, pour que nous conservions au cœur, avec la fermeté nécessaire, les valeurs de la République. Jean-Pierre Chevènement, évidemment, vous partagez la mise en garde quelque part de Gérard Larcher. Attention, il y a le temps de l'unité, il doit être préservé. Je crois que la réprobation est unanime dans l'opinion publique française vis-à-vis d'actes aussi monstrueux et qui frappent des journalistes dont certains étaient des amis, je pense à Georges Olaski, ou des policiers dans l'accomplissement de leur mission. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour leur famille, parce que les policiers défendent la liberté des citoyens. Les citoyens se reconnaissent dans le combat courageux que ceux-ci mènent à l'heure qu'il est pour arrêter ces criminels. Donc il faut en effet dire que la France ne cédera pas devant le terrorisme. Aucun pays n'a été en quelque sorte renversé par le terrorisme. Nous pouvons faire face. La France ne cédera pas devant le terrorisme, j'imagine, c'est ce que évidemment François Hollande l'a répété depuis l'Élysée lors de ses nombreuses allocutions, c'est ce qu'il vous a dit également à vous, Gérard Larcher, il a développé ce message de fermeté. C'est ce que nous partageons tous ensemble. Sûr. Et quand Jean-Pierre Chevènement évoque celles et ceux qui payent de leur vie, il se trouve que par un hasard assez dramatique, j'avais rendez-vous ce matin avec Cabu pour son documentaire. Et nous avions rendez-vous ce matin. Et ce matin, on a tourné le documentaire sans Cabu. Est-ce qu'on peut rire de tout? C'était le titre. J'avais envie de répondre oui, mais sauf de la liberté assassinée. Et c'est quand même cela, le doute que j'ai par rapport à Cabu, par rapport à la question qu'il nous posait ce matin. Ça, c'est inacceptable. Vous rendez hommage aux victimes, vous rendez hommage à nos confrères, et vous rendez hommage, c'est très important, Louis Caprioli, de le dire ce soir, aux policiers. D'ailleurs, dans les rassemblements qui ont eu lieu tout à l'heure, on a beaucoup entendu les gens spontanément et qui remercient la police, les forces de l'ordre, qui payent un lourd tribut. Oui, parce que les... Pardon. Il y avait un policier qui était du SPHP qui protégeait une des victimes. Hein. Il a été froidement exécuté. Et on a vu que dès lors que l'alerte a été donnée, vous avez des policiers qui sont arrivés sachant qu'il y avait eu des coups de feu et au péril de leur vie. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux l'a payé. Et quand on voit la voiture de police qui a été aspergée de coups de Kalachnikov, on est impressionné, je veux dire, qu'il n'y ait pas de victime dans ce véhicule, mais aussi par la qualité et la précision du tir. Ce qui veut dire que là aussi, on a des questions à se poser concernant ces individus. Et ce qu'il y a d'horrible quand on regarde cette vidéo qui a été prise, c'est l'exécution de notre collègue qui, alors qu'il était blessé et se tournait, a été froidement abattu
par un homme qui a pris la précaution, alors qu'il venait de tirer une rafale de 3 cartouches pour l'atteindre, est arrivé à côté de lui, a mis un sélecteur de tir pour tirer qu'une seule cartouche pour ne pas dépenser de cartouches. Là aussi, j'allais dire, il y a un sang-froid et on est dans l'ignoble parce qu'il a tué un homme qui était déjà à terre. Denis Bochart, également avec vous tout à l'heure, on va vraiment rentrer dans le détail des filières existantes, de la possibilité de liens avec Daesh, certains disent aussi Al-Qaïda. Vraiment, vous allez nous analyser et poser tout cela tranquillement ce soir. Je voudrais qu'on commence peut-être par ce qui se passe sur le terrain. La traque qui se poursuit ce soir, Jean-Pierre Chevènement, on en sait plus sur le profil, le parcours des suspects, 2 frères Kouachi, pas inconnus des services de police, notamment le plus jeune, Chérif Kouachi. Il s'est retrouvé devant la justice pour son engagement salafiste pour le terrain irakien. Il a été arrêté juste avant son départ. Est-ce que, Jean-Pierre Chevènement, vous êtes surpris par ce profil, par ce parcours et comment le qualifiez-vous? Non, je crois qu'il est tout à fait important de comprendre ces itinéraires de radicalisation qui concernent des petits voyous au départ, mais qui, par le biais d'un engagement, par exemple, dans une filière djihadiste, je crois que Kouachi n'est pas allé en Irak, mais il faisait partie de la filière d'acheminement, en sont arrivés à devenir des terroristes tout à fait redoutables, comme il vient d'être dit très justement. Je pense qu'il faudra aller les chercher un à un, sans pitié, et leur appliquer toute la rigueur des lois républicaines, en les durcissant au besoin, s'il le faut. Ah, c'est important ce que vient de dire là Jean-Pierre Chevènement. Gérard Larcher, les chercher un à un, durcir les lois déjà existantes, ça peut être l'une des solutions, l'une des réponses? Le 13 novembre dernier a été promulgué un texte qui nous a rassemblés largement et qui prévoit déjà un certain nombre de dispositifs sur l'interdiction de sortie du territoire, sur l'interdiction d'une autorisation administrative d'entrée sur notre territoire, y compris pour des ressortissants de l'Union européenne, qui est d'ailleurs un frein à la libre circulation en tant que tel, sur l'instauration d'un nouveau délit d'entreprise terroriste individuelle. Tout cela, je dois dire, c'est naturellement très récent et ça vient d'être voté. Méfions-nous d'avoir une réaction de pulsion immédiate et de dire il faut toujours plus de textes. Il faut que nous évaluions ensemble, j'allais dire, l'efficacité des moyens. Et si nécessaire, comme le disait Jean-Pierre Chevènement, s'il faut aller plus loin, nous devons aller plus loin. Il y a en même temps la réaction européenne. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et je n'en ai pas souvenir, ayant déjà exercé la fonction de président du Sénat, c'est la quantité de messages personnels qui me sont arrivés de présidents de Parlement en Europe aujourd'hui. Et pas simplement des messages de condoléances, mais de prise de conscience sur la nécessité d'agir ensemble. Parce que le combat est global, et ça on va en parler, c'est très important. Et je ne le cache pas, puisque il y avait eu dans la presse turque un journal hier qui est proche du président de la République de Turquie, qui avait eu des appréciations que je n'avais particulièrement pas appréciées, et j'ai été président de France-Turquie. Le président de la Grande Assemblée nationale turque m'a téléphoné pour me dire sa compassion et la nécessité, puisque c'est aussi une des responsabilités du Parlement en Turquie, de mieux coopérer dans la lutte contre le terrorisme. On va parler évidemment de cette coopération. C'est quelque chose d'extrêmement important. Justement. Nous avons d'ailleurs rendez-vous le 28 janvier prochain pour évoquer ce sujet, parce que au-delà des mots de compassion, il faut de l'action. La décision, c'est aussi la responsabilité des politiques pour répondre aux attentes de nos concitoyens. C'est ça notre responsabilité. Et l'analyse ce soir, Denis Bochart, l'avocat, l'ancien avocat de l'un de ces 2 suspects, le plus jeune, dit, je le cite, ne pas reconnaître le criminel qu'il est devenu, passant de la petite délinquance à des attentats. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques années, 10 ans, si on compte, il y a eu une transformation radicale sans qu'elle soit flagrante aux yeux de ceux qui le surveillaient. Mais il y a effectivement beaucoup de processus différents de radicalisation. Mais on retrouve toujours un petit peu les mêmes étapes. Au départ, des jeunes un peu paumés. Ensuite, un contact avec un imam ou une personnalité charismatique qui fait de l'endoctrinement. Ensuite, un branchement sur un réseau, Facebook, Twitter, des liens avec des amis qui s'agrègent progressivement.
Et puis effectivement le passage par la prison qui est un élément de la radicalisation, hélas, puisque dans ces prisons ils sont en contact avec d'autres prévenus qui ont souvent un petit peu le même profil. Et puis naturellement le jeu sur Internet, l'influence des blogs, des vidéos qu'ils peuvent voir. Louis Caprély, c'est ce que vous dénoncez, on vous a souvent reçu sur ce plateau, c'est ce que vous dénoncez depuis des années, j'allais dire. Attention à cette accélération de la radicalisation, on les surveille, mais comment anticiper ce déclic, ce passage, quand il n'y a pas encore d'actes commis? Si vous voulez, c'est vrai que le législateur, au cours de ces dernières années, a permis d'avoir un dispositif législatif intéressant. Ne serait-ce qu'au mois de décembre 2013, la question s'était posée, les gens qui allaient jusqu'à présent sur les zones de combat ne pouvaient pas être poursuivis. C'est le cas effectivement de Mohamed Merah. Il ne pouvait pas être poursuivi parce qu'il avait séjourné au Pakistan et en Afghanistan. Donc là, le législateur s'est adapté. Actuellement, le législateur aussi s'adapte pour l'entreprise individuelle terroriste. En ce qui concerne la législation, je partage l'avis du ministre. Je crois que l'association de malfaiteurs, qui est le fondement de la lutte contre le terrorisme, et bien sûr qui est décrié par beaucoup de gens, mais je crois que dans la situation de crise que nous connaissons, c'est un moyen efficace pour anticiper les actes de terrorisme. Il faudrait, à mon sentiment, que les peines de prison soient supérieures. Parce que quand vous regardez cet individu, Farid, il a été condamné à 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis, c'était la peine, voilà. Mais il est sorti, il a fait 1 an de prison. 1 an de prison, alors, il y a déjà le problème, il faudrait qu'il y ait une surveillance. Mais je pense qu'il faudrait isoler ces gens. Il faudrait les isoler lorsqu'on les met en prison. Il faut que les peines soient plus importantes. Alors c'est vrai que ce sont des délits qui sont sur 10 ans. Alors concernant le responsable, on va jusqu'à 20 ans. Mais je crois que, bien sûr, on est dans le niveau de la peine criminelle. J'en suis parfaitement conscient. Je crois qu'il y a ce phénomène. Et les services, lorsqu'ils réclament, si vous voulez, moi, depuis les années 83, je travaille sur le terrorisme, j'ai vu que les hommes politiques se sont adaptés à la menace et aux besoins des services. Alors, tout n'est pas parfait, je vais vous dire, tout n'est pas parfait, mais c'est pas parfait pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui nous parlons de terrorisme. Demain, on va parler de trafic de cocaïne, on va parler de trafic d'êtres humains. Et donc tous les services ont besoin d'effectifs de plus en plus importants. Le phénomène que nous connaissons sur la lutte contre le terrorisme actuellement, c'est l'importance du phénomène. Si vous voulez, on est parti sur des réseaux de 10, 20, 30, 100 personnes et on arrive sur des milliers de personnes. Nous devons travailler à la fois sur les gens... 1132 personnes qui sont fichées, hein, voilà. Mais le pays compte des milliers de recrues malheureusement potentielles. Mais vous savez, de 2004 à 2008, on a démantelé les premières filières irakiennes. Ce sont des centaines de personnes qui ont été arrêtées, qui ont été depuis libérées et donc qui sont, comme Farid, qui sont dans la nature. Jean-Pierre Chevènement, vous aviez dit, lors des tueries de Toulouse et de Montauban, je cite, que ces attentats représentaient un avertissement pour tous les services en charge de la lutte antiterroriste. La France, avez-vous dit, jusqu'à présent, relativement épargnée par ces actes innommables, ne doit jamais baisser la garde. Là, c'est un autre avertissement de taille. C'est clair. Alors, il faudra, le moment venu, passer l'émotion. S'interroger avec objectivité, sérénité, exigence sur les facteurs de ce terrorisme islamiste radical. Il y a des facteurs internationaux, bien évidemment. On va en parler, bien sûr. Et il faudrait peut-être revisiter l'Irak, revisiter la Libye, la Syrie, pour savoir si les Occidentaux ont toujours fait des choix judicieux. Je pense que l'Irak, c'était peut-être pas un choix très judicieux, mais je ne veux pas développer. Hein. Chacun comprend ce que je veux dire. Il y a des facteurs propres à la société française qui favorisent la contagion, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que pour venir à bout du terrorisme, il faut le dissocier du terreau sur lequel il pourrait prospérer. Et par conséquent, bien distinguer l'islam, qui est la religion pacifique de millions de Français ou de résidents établis légalement sur notre sol. Et puis, d'autre part, l'islamisme. Alors, il y a la variante islamisme politique. Et puis, il y a le salafisme et les dérives radicales djihadistes terroristes. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas procéder par amalgame. Mais il est important de dessouder les terroristes, ce qu'ils recherchent comme terreau pour se cacher, pour pouvoir poursuivre leurs entreprises.
J'étais en Tunisie il y a 2 semaines et j'ai interrogé un certain nombre de responsables islamistes en leur demandant comment devient-on islamiste. Je parle d'islamiste politique et nada. Que vous ont-ils dit? Et ils m'ont dit, eh bien, au départ, j'étais bassiste, c'est-à-dire nationaliste arabe. Leur chef, reconnu, m'a dit, moi j'ai commencé comme nassérien. Et c'est l'échec du nationalisme arabe comme version modernisatrice de la réponse du monde arabo-musulman à l'Occident qui nous a tournés vers une affirmation identitaire qui incluait le message religieux. Et je pense qu'il faut quand même bien comprendre que, naturellement, tout cela vient de très loin. Mais n'avons-nous pas, d'une certaine manière, négligé tout ce qui pouvait aider ces pays à se moderniser et à relever les défis du monde contemporain? Donc il n'est pas trop tard pour bien faire. Alors, il y a beaucoup d'éléments passionnants dans ce que vous venez de dire, votre intervention. Gérard Larcher, je voudrais vous faire réagir sur la première composante internationale, également Denis Bochart, au Mali, mais surtout en Syrie, en Irak, partout sur ces terrains, surtout au Mali et en Syrie. La France a choisi d'être à l'avant-garde de la lutte antiterroriste et du combat contre l'intégrisme islamiste. Bien sûr, tous les citoyens soutiennent ce combat, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'en paye pas aussi, quelque part, le prix? Je ne sais pas si on en paye le prix, mais avec Jean-Pierre Chevènement, nous avons eu à traiter le dossier sahélo-saharien. Et nous savons que le port de Dera, par exemple, et que la question de la Libye, qui est une question non réglée, y compris à partir de l'intervention que nous avions faite, est aujourd'hui, quelque part, un des facteurs qui nourrit l'arrivée des djihadistes en direction de la Syrie. Et donc, la question posée par Jean-Pierre Chevènement, elle fait partie des réflexions que nous devrons poser, nous aussi, au Parlement. Mais en même temps, ce n'est pas en baissant la garde vis-à-vis de la montée d'un certain nombre de non-valeurs, si je peux me permettre, que nous résoudrons. Ce n'est pas la lâcheté qui nous conduira. Je voudrais simplement faire une observation. En recevant nos collègues suédois à l'occasion de la visite d'État du roi, un pays comme la Suède, les conditions sont très différentes des nôtres. Il y a plus de 120 jeunes partis faire le djihad depuis la Suède. Si vous le ramenez à la population, en comparaison, c'est le même chiffre que la France. N'ayons pas qu'un regard franco-français, mais un regard, et c'est là où ça intéresse et ça interpelle l'ensemble de l'Union européenne, de l'Europe. Quelle réponse nous apportons? Cette réalité-là, elle va au-delà. Elle pose les questions des valeurs que Denis Bochart rappelait il y a un instant, de la méthodologie d'entrer dans le djihadisme, mais aussi parfois de donner à espérer autre chose que l'entrée dans le djihad, dans la violence et dans la négation des valeurs. Alors, si on vous entend bien, et Denis Bochart, vous allez nous le confirmer, nous sommes engagés à l'extérieur comme sur notre propre sol dans une longue guerre avec beaucoup d'incertitudes et d'inconnus. Oui, tout à fait. Et je pense qu'au départ, le djihadisme, et en particulier Al-Qaïda, a ciblé essentiellement les États-Unis. Et puis progressivement, la France fait partie maintenant des cibles explicitement désignées, aussi bien par l'AQMI qui se réclame d'Al-Qaïda que par l'État islamique qui, de façon tout à fait solennelle, a incité les croyants à cibler les mécréants, ces mécréantes français. Donc je pense qu'il y a une évolution dans le djihadisme, qui est d'abord une évolution dans les cibles choisies par les djihadistes, une évolution également, comme on le disait, de l'ampleur du mouvement, qui maintenant, effectivement, s'étend de la Mauritanie à l'Indonésie, aux Philippines. Nous sommes concernés essentiellement, je dirais, par ce qui se développe actuellement à la fois en Afrique sahélienne et au Proche-Orient. Mais également, une autre évolution extrêmement préoccupante, c'est le nombre de djihadistes qui sont ainsi maintenant mobilisés. L'État islamique regroupe entre 20 à 30 000 combattants. Et puis, phénomène effectivement qui n'est pas nouveau mais qui s'amplifie, le fait qu'il y ait un certain nombre de jeunes européens nés en Europe,
nés en France qui partent pour le djihad, des convertis ou des gens d'origine qui sont musulmans. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau et préoccupant. Vous êtes d'accord, Luc Caprioli, Daesh menace la France. Nous avons aussi les menaces récurrentes d'AQMI, Al-Qaïda. Avec ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Sahel, nos interventions, aussi légitimes qu'elles soient, nous sommes une cible, il y a eu une évolution, nous sommes même une cible, j'allais dire, entre guillemets, idéale, malheureusement. Ben, si vous voulez, moi, ce que je constate, c'est que la France a toujours été une cible. C'est-à-dire que, oui, si vous voulez, lorsqu'il y a la guerre civile en Algérie, nous sommes devenus une cible, puisque par notre action, le GIA nous a reproché de soutenir Vous étiez à ce moment-là le chef le pouvoir central. Bon, alors qu'on soutenait pas le pouvoir central, mais c'est vrai que on a vu débarquer chez nous dans les années 90-91 des gens qui sont finis par se radicaliser, qui avaient fui l'Algérie, et donc on a ce phénomène djihadiste qui est bien antérieur à ce que l'on constate. Il y a une progression. Et ce que je constate aussi, si vous voulez, c'est que ce phénomène de réislamisation, c'est quelque chose de pernicieux qui s'est produit parce que dans nos cités, dans nos banlieues, nous n'avons pas été capables, depuis les années 70, d'apporter une réponse aux jeunes qui étaient là. Vous avez des gens qui sont arrivés l'établir, ce sont des gens qui viennent du Pakistan, qui ont réislamisé. Ce sont des pacifistes, simplement. Ensuite sont arrivés les salafistes avec les Saoudiens. Et puis on est arrivé dans un engrenage et on a des situations en Irak, des situations en Afghanistan qui ont cristallisé toutes les peurs, toutes les haines, et puis c'était la lutte contre... Donc c'est un phénomène qui est très ancien. Alors c'est vrai que le Sahel, je ne crois pas qu'il y ait une menace directe à travers le Sahel, parce que ce sont des gens qui sont dans le désert, et on a bien vu qu'AQMI n'a pas les capacités opérationnelles en Algérie. Ils sont réduits à quoi, 200 dans le nord, ils doivent être 250 ou 150 plutôt dans le Sahel, auquel il faut ajouter d'autres mouvements. La menace, elle est pour l'ensemble des pays de la région, et donc indirectement nous sommes menacés. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est la dégradation de la situation en Libye. En ce qui concerne l'Irak, alors là, je suis, si vous voulez, cette opération qui a été réalisée, si elle avait été réalisée au nom de Daesh, j'aurais trouvé quelque chose, elle a surpris tout le monde, si vous voulez, parce que ces gens se sont revendiqués d'Al-Qaïda, bon, mais il n'y a pas de revendication de Daesh, et quand on connaît la qualité, malheureusement, supérieure à toutes les agences de communication occidentales de Daesh, on comprend que Daesh n'est pas impliqué. J'ai l'impression que Daesh n'est pas impliqué. Même si, dit-on, la radio de Daesh, de l'État islamique, qualifie ces deux suspects de héros. Oui, mais de héros, elle ne revendique pas l'action. Qui n'est pas une revendication. Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire qu'on fait face, et depuis longtemps, sans vouloir d'ailleurs ni céder à la peur, ni augmenter les angoisses, mais il faut le savoir, c'est un discours de vérité, on fait face à une menace permanente, diffuse, aujourd'hui en France. Bien sûr, parce que tous ces pays rencontrent des problèmes, d'ailleurs divers. Et la menace n'est jamais tout à fait la même. Au Maghreb, il y a des menaces elles-mêmes diverses. L'Algérie a connu une décennie terrible dans les années 1990, une guerre civile épouvantable pour se débarrasser du... ça s'appelait à l'époque le GIA, le GSPC, le Groupement pour la Prédication et le Salut. Bon, il semble que l'Algérie ait quand même retrouvé un certain équilibre et il faut s'en féliciter. Mais le problème n'est pas le même dans la zone sahélienne. Nous sommes allés avec Gérard Larcher. Bien entendu, il y a AQMI. Mais il n'y a pas qu'AQMI, il y a le Moudjahou, il y a toute une efflorescence d'influences venues, disons, des pays du Golfe. Oui. Car depuis les grands chocs pétroliers, le centre du monde arabo-musulman a basculé vers le Golfe. Autrefois, c'était le Liban, la Syrie, l'Égypte. Là, nous sommes en présence d'une autre école, le wahhabisme, le salafisme, dont les dérives sont connues et qu'on observe également, mais c'est encore un autre problème, au Caucase, qu'on observe au Pakistan, et là encore, c'est un autre problème. Un État fondé sur la religion au moment de la partition de l'Empire britannique des Indes. Donc ne mélangeons pas tout, et puis examinons le problème de nos djihadistes, ce bon millier de jeunes paumés
qui se sont laissés embarquer dans ce genre d'affaires, sans doute pour donner un sens à leur pauvre existence. Mais interrogeons-nous aussi sur ce qu'une république active peut et doit faire avec ses valeurs, la laïcité qui n'est dirigée contre aucune religion, hein, il faut le dire et le répéter, mais aussi des valeurs d'égalité, de promotion. Il faut que chacun sente que l'avenir lui est ouvert. J'avais créé jadis des commissions d'accès à la citoyenneté dans les préfectures et je pense qu'il y a toute une action multiforme, ce qui a été fait en direction d'un islam de France, éclairé. J'avais encore au téléphone Malek Chebel, il y a quelques heures, qui est vraiment le représentant d'un islam des Lumières. Mais il me disait, mais tous les musulmans, ou presque tous les musulmans de France, sont horrifiés par ce qui s'est passé. Et en même temps, terrorisés par les amalgames, les assimilations, toujours possibles. Donc, nous-mêmes, rappelons-nous que pour venir à bout du terrorisme, il faut les dissocier de ceux qu'ils voudraient amalgamer à leur combat. Donc, gardons tout notre sang-froid, toute notre résolution et notre détermination à extirper ce mal, hein, en en prenant les moyens et le temps. Hein. Aucune démocratie n'a péri du fait du terrorisme. Extirper le mal chez nous et à l'extérieur, parce que nous sommes également engagés sur des fronts extérieurs. Gérard Larcher, vous avez dit tout à l'heure, et le Parlement, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu d'analyse et de débat, avec et de en particulier contrôle. Pour le Sénat, et de contrôle. Parce que nous ne pouvons pas être présents à l'extérieur sans donner les moyens indispensables à nos forces armées. Je prends cet exemple. Sans donner les moyens indispensables à nos services de police. Nous voyons bien qu'il faut mobiliser des moyens financiers, des moyens techniques, des moyens humains. C'est extrêmement important. Je voudrais revenir d'un mot simplement sur un chiffre d'analyse que nous avons eu récemment pour essayer de prolonger la réflexion de Jean-Pierre Chevènement, de Denis Bochart, sur les près de 1200 résidents français ou français qui se retrouvent combattre à l'étranger. On m'a confirmé, de manière la plus officielle, que 30% étaient des femmes. Exactement. 30% étaient des mineurs, c'est dire sur ces jeunes, et 20% des convertis. Et il y a donc une réflexion globale, parce que est-ce que nos sociétés aussi apportent suffisamment de spiritualité, y compris de la spiritualité laïque, comme Jean-Pierre Chevènement, je suis très attaché à la laïcité. Est-ce que nous apportons cela suffisamment dans nos sociétés, dans lesquelles, j'allais dire, la seule perspective d'une mondialisation et de la consommation ne conduisent pas non plus un certain nombre à ne pas se retourner vers ces non-valeurs qu'ils pensaient être des valeurs refuges. C'est aussi une réflexion qu'il faut, me semble-t-il, poser. Je vais laisser Denis Bochart réagir à cette réflexion, mais deux choses. Donc ce soir, si j'ai bien compris, il y a le temps de l'émotion, il y a aussi le temps de la fermeté. C'est ce que vous dites dans la réponse que vous a dit François Hollande quand il vous a reçu. Et il y a ce qui se passe ce soir. Louis Capriolo, on va le rappeler, c'est une nuit de traque avec, souvent on le dit, on l'a dit aujourd'hui, le RAID et le GIGN qui interviennent ensemble. Apparemment, c'est assez rare, hein, vous nous le confirmez. Ce soir, quel est l'objectif ? Les attraper coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Quel que soit, j'allais dire, l'état final. L'état final, je crois que c'est la capture. L'idéal, ce serait de les capturer vivants, soyons très clairs, pour qu'ils puissent être jugés, pour qu'ils puissent donner des informations. On est face à des individus qui sont armés avec du matériel puissant, et donc il faut avant tout que les forces de l'ordre qui vont aller les capturer ne se sacrifient pas. Donc il y a aussi une réflexion qui est engagée par le RAID et puis par le GIGN pour intervenir dans les meilleures conditions. Et là, la nuit, ça va pas être évident. Vous savez que vous vous rappelez que en septembre 1995, Khaled Kalkal a été abattu par le GIGN. Alors ça s'est produit parce que les gens du GIGN se sont sentis menacés. Je crois que ce qu'il est bon, c'est qu'il soit neutralisé, c'est-à-dire qu'il soit mis entre les mains de la justice, ou neutralisé s'il venait à mettre en danger la vie des fonctionnaires de la gendarmerie, qu'il soit neutralisé pas les exécutant, mais en répondant à cette menace. Et travailler la nuit dans une zone boisée, je pense que c'est très difficile.
il faut voir les difficultés auxquelles vont se heurter les personnels. Jean-Pierre Chemenoz, je vais faire réagir l'ancien ministre de l'Intérieur que vous avez été. Vous avez probablement rencontré, peut-être pas à ce niveau en tous les cas, mais des situations extrêmes. Dans ce cas-là, c'est exactement le message. Vous rejoignez ce que dit Louis Caprioli. Bien sûr, l'objectif, c'est de les arrêter. Mais s'ils mettent en danger la vie des fonctionnaires de police ou des gendarmes, il y a pour les gendarmes la légitime défense et aussi pour les policiers. Disons que l'objectif, il est de parvenir à les interpeller. C'est une évidence, et les neutraliser. Denis Bochart, je voudrais vous faire réagir à la réflexion tout à l'heure de Gérard Larcher, puis on va avancer dans ce débat, qui avait parlé aussi des différentes menaces. Vous avez fourni, dans le cadre de votre travail à l'IFRI, un excellent document, si je peux me permettre, sur la naissance, la genèse de Daesh. Vous avez comparé les différentes organisations. Est-ce que vous pouvez nous faire un point précis? Parce que quand on entend les différents médias, et nous-mêmes, on a du mal à s'y retrouver, on a du mal à savoir Daesh, quelle différence avec Al-Qaïda? Est-ce qu'il y a vraiment une compétition, une complémentarité malheureusement entre ces organisations? Il me semble que Daesh représente un saut qualitatif, si j'ose dire, parmi les mouvements djihadistes. C'est tout de même assez différent d'Al-Qaïda pour différentes raisons. D'abord parce que, contrairement à Al-Qaïda, qui est un ensemble de nébuleuses fédérées plus ou moins et avec un pouvoir central extrêmement faible, perdu aux confins de l'Afghanistan et du Pakistan, Daesh a réussi à constituer, je dirais, une structure administrative, politique, dispose d'une armée encadrée par un certain nombre de transfuges de l'armée de Saddam Hussein. Et là, la responsabilité de nos amis américains est considérable. Lorsque le proconsul Paul Bremer a dissous l'armée irakienne, Paul Bremer a dissous l'armée irakienne, une partie s'est retrouvée au niveau parmi les insurgés, d'abord Al-Qaïda, puis ensuite, effectivement, une partie d'entre eux à l'État islamique. Donc, l'État islamique dispose aussi de ressources autonomes importantes. La CIA évalue le trésor de guerre à autour de 2 milliards de dollars, mais des ressources qui se renouvellent notamment grâce à un certain nombre de trafics, en particulier de trafic de pétrole brut, vers la Turquie, vers le Kurdistan d'ailleurs, vers la Syrie. Et puis, ils ont mis en place, non pas des structures étatiques, mais ils ont utilisé les structures existantes, ils organisent le racket de la population, ils ont institué des tribunaux islamistes. Donc il y a tout un ensemble, plus alors effectivement le développement d'une communication professionnelle assez extraordinaire, avec ce magazine en ligne qui a maintenant non seulement une édition en arabe et en anglais, mais en français et maintenant en allemand. Aussi bien fait que Time Magazine ou que l'Express. Et écrit dans un excellent français, sans faute d'orthographe, et développement des thèmes qui fascinent les jeunes. Véritable organisation. Une véritable organisation. Vous le dites avec une stratégie. Donc je crois que nous sommes dans un mouvement d'un autre type qu'Al-Qaïda. Ceci étant, il y a une rivalité entre les deux mouvements, et un certain nombre de groupes qui étaient plutôt dans la mouvance d'Al-Qaïda sont en train de se transférer vers l'État islamique. Alors merci pour cette analyse nécessaire, je crois. On va poursuivre notre édition spéciale. Alors tout au long de cette journée, on vous l'a dit, c'est une journée, vous le savez évidemment, de deuil. Le président Hollande a reçu de nombreux responsables politiques. Il s'est exprimé affirmant que la France était touchée en son cœur. On voit tout cela, le rappel des faits, c'est avec Audrey Vuettaz. Regardez. 12h30 hier, 1 heure seulement après la terrible fusillade, François Hollande se rend sur place au chevet des victimes. Une première prise de parole, il appelle à l'unité face à la barbarie. Il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Dès cette intervention, François Hollande se place naturellement en chef de file dans la gestion de la tuerie de Charlie Hebdo. Hier en urgence, il réunit ses ministres une première fois avant de s'adresser directement aux Français. Il annonce une journée de deuil national.
Ce matin à l'aube, le président est de nouveau sur le front. Deuxième réunion de crise à l'Elysée. La minute de silence en France, il choisit de la passer sur le terrain, dans la cour de la préfecture de police de Paris, au contact des forces de l'ordre. Mais François Hollande impose aussi un rythme plus politique. C'est lui qui accueille Nicolas Sarkozy sur le perron de l'Elysée. C'est lui aussi qui prend l'initiative de recevoir tous les chefs de file des groupes parlementaires et les présidents du Sénat et de l'Assemblée, Gérard Larcher et Claude Bartolone. Demain, le marathon des consultations continue. Le chef de l'État a prévu de recevoir les principaux dirigeants des partis politiques, François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon notamment. À 10h30, il accueillera Marine Le Pen, présidente du FN. Et retour avec nos invités pour cette édition spéciale du 22h. Nous sommes toujours en compagnie du président du Sénat, Gérard Larcher, de l'ancien ministre de l'Intérieur, également de la Défense, président d'honneur du MRC, Jean-Pierre Chevènement. Denis Beauchard, le spécialiste du Moyen-Orient à l'IFRI, nous accompagne. Et nous rejoint l'historien Jean-Noël Jeannet. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors Jean-Noël Jeannet, on a évoqué, vous nous avez entendu tout à l'heure, de nombreux aspects depuis le début de cette édition spéciale. On va parler aussi du traumatisme, du choc, on peut le dire, de la sidération subie par notre République qui montre aujourd'hui, par ces différents rassemblements, qu'elle est debout. Dans de telles circonstances tragiquement exceptionnelles, eh bien, les mots employés, notamment par les responsables politiques et par la plus haute autorité de l'État, ont une grande importance. On a entendu les mots unité, rassemblement, fermeté, c'est le ciment de notre République? Oui, je crois. Ce qui me frappe beaucoup, comme cela frappe d'autres, depuis hier, c'est que tout le peuple français réagit, on le voit bien dans les réunions diverses, on l'a vu à la Bastille, avec la conviction très juste qu'il s'agit en somme de la République et de la démocratie, et que si on regarde les choses sur le très long terme, on rejoint un très ancien combat, le combat qui remonte au moins au XVIIIe siècle, c'est celui des Lumières, contre l'obscurantisme qui s'est poursuivi au XIXe siècle. Encore à l'époque de la Restauration, il a fallu accepter à gauche qu'on vote une loi sur le sacrilège en 1825. Savez-vous, j'y pensais également depuis hier, qu'en 1741, Voltaire a publié une pièce qui s'appelait Mahomet. C'était une description de Mahomet absolument épouvantable. C'était une sorte de monstre qui tuait un vieillard très, très méritoire. Et il n'y a eu que 3 représentations. Il a été obligé de retirer la pièce, non pas parce qu'il avait une fatwa, parce que chacun avait très bien compris que c'était contre l'obscurantisme catholique qu'indirectement il s'en prenait. Et cet épisode a été tout à fait représentatif, tout à fait topique. Et ensuite les choses ont continué. La Révolution française, c'est le moment où émerge une vraie liberté de la presse et où commence l'essor, c'est probablement l'occasion de le dire, l'essor des dessinateurs de presse, exact, comme illustrateurs, comme illustrant, c'est le cas de le dire, la force, la puissance de cette liberté de la presse. Et ça a continué tout au long du XIXe siècle et également jusqu'à nos jours. Les dessinateurs de presse sous la monarchie de Juillet, par exemple, rappelez-vous, Daumier a joué un rôle fondamental pour lever un peu le couvercle que le roi Louis-Philippe essayait d'imposer à la France. Il y avait ce Philippon, son ami, qui dirigeait avec lui la caricature. J'ai envie de les évoquer aujourd'hui, oui, qui avait dessiné, qui avait dessiné Louis-Philippe, vous savez, comme une poire. Comme une poire. Alors ça avait eu un effet absolument décisif sur la manière dont on l'a regardé. Il a d'ailleurs proposé que sur la place de la Concorde, qu'on appelle la Concorde aujourd'hui, où avait été guillotiné Louis XVI, on fasse une chapelle expiatoire. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir de l'humour. Je ne crois pas que ceux qui ont été si affreusement assassinés nous le reprocheraient. Ça, c'est sûr. En tous les cas, Gérard Larcher, je crois que vous êtes tous d'accord pour le dire, il y aura un avant et un après, 7 janvier 2015. Il faut savoir, ce n'est pas seulement des mots, dépasser et surmonter les épreuves. Et pour cela, s'appuyer aussi, c'est pour ça que Jean-Noël Jeannet est présent ce soir et je l'en remercie, il faut s'appuyer sur notre histoire, notre mémoire. Oui, et d'ailleurs, Jean-Noël Jeannet évoquait la liberté de la presse. C'est un vrai sujet, parce que c'est cette liberté, aujourd'hui, qui est atteinte. Et en même temps, nous voyons que la loi de 1881, si fondamentale pour la liberté, elle n'est pas adaptée à la réalité des réseaux Internet, notamment qui jouent ce rôle aussi important. Il va falloir qu'on fasse très attention dans nos réflexions futures à cet équilibre entre l'indispensable liberté qui fonde nos valeurs et les outils qui nous permettent
de combattre ces réseaux. Et là, il y a un vrai sujet sur lequel le Sénat, qui a dans son essence même la défense des libertés, et j'y tiens fondamentalement, liberté individuelle, liberté collective, nous allons devoir réfléchir. Ce sujet, nous l'avons abordé en préparant le texte de la loi du 13 novembre. Ça n'était pas l'objet du texte. Mais vous voyez qu'au travers de l'histoire que vous venez de rappeler, au travers aussi de ce qui se passe, nous voyons bien qu'aujourd'hui, dans l'apologie du djihadisme, il y a des réseaux qui jouent un rôle tout à fait central. La loi du 13 novembre 2014 a parlé de blocage des sites illicites. En même temps, nous voyons que nous ne sommes pas efficaces. Et on aura en même temps le débat entre liberté et fermeté. Là encore, Monsieur le Président, c'est un débat de toujours. Un débat toujours. En 1881, vous évoquez cette loi magnifique de liberté, de confiance en la démocratie. Le rapporteur au Sénat de la loi avait dit qu'on répondait là à une promesse tacite de la République au suffrage universel. Et en même temps, quelques années plus tard, quand il y a eu une vague d'attentats anarchistes, on s'est posé exactement les questions que vous vous posez à propos d'Internet. Et on a pris le risque, à ce moment-là, d'aller un peu trop loin dans la répression, ce qui évidemment a donné le sentiment à beaucoup de forces du mouvement, de forces de gauche, qu'on allait profiter de la lutte contre les anarchistes pour diminuer la latitude d'expression de ces socialistes en particulier. Donc je sais bien, mais la sagesse du Sénat y pourvoira sûrement. Je sais bien qu'il faut toujours retrouver l'équilibre, effectivement, entre ces deux préoccupations. C'est pour ça qu'il faut se méfier de la pulsion dans la manière dont nous construisons la loi. Trop souvent, nous avons eu ce que j'appelais le syndrome du mardi. C'est-à-dire, il est arrivé un événement dramatique et il nous faut tout de suite un texte. Je crois qu'il y a une exigence des citoyens, une attente. Il faut y répondre, mais il faut que nous y répondions avec le filtre du temps de la réflexion, de l'analyse. C'est aussi le rôle, c'est l'intérêt d'ailleurs, du bicamérisme. Il est important qu'il y ait une chambre. Vous rappeliez le rôle du Sénat dans la loi sur la presse, le rôle du Sénat aussi dans la loi de 1905. On l'a évoqué ensemble. Vous attendez pas que je minimise le rôle du Sénat sous la Troisième République. Mais c'est ce que disait Clémenceau, je le cite devant Jean-Noël Jeannet, le Sénat, c'est le délai de la réflexion. C'est une bonne définition. Vous dites la réflexion, c'est très important dans ces moments où justement il y a une... Parce que c'est la responsabilité. Et nous sommes souvent prisonniers du court terme. Et il faut voir loin. Là, nous avons un conflit de civilisation, c'est clair. Sûr. Et attendez, c'est important. Il faut affirmer les valeurs républicaines, mais ne pas se laisser aller aux dérives de l'hyper-individualisme libéral. Je pense que les valeurs républicaines sont aussi des valeurs d'ordre, de progrès, mais qui appliquent le civisme. Et cette leçon, elle s'adresse à tous. Et je dirais que par rapport au monde musulman, qui doit évoluer d'une certaine manière, qui ne peut pas rester cramponné à des traditions qui viennent de très très loin. Il faut porter un message qui ne soit pas celui de cet hyper-individualisme qui les désoriente, mais un message de fermeté républicaine, de valeurs laïques, au bon sens du terme, c'est-à-dire nullement tourné contre la religion, mais au contraire avec une ouverture d'esprit qui est absolument nécessaire dans un monde globalisé. On l'entend dans... Oui, il faut évoquer la loi de 1905, évidemment. Bien sûr. Et la laïcité, elle est fondamentalement présente dans nos débats d'aujourd'hui. Cela dit, je ne dirais pas comme Jean-Pierre Chevènement, car c'est dangereux qu'il y ait un conflit de civilisation. Je crois que vous avez fort bien dit tout à l'heure qu'il fallait prendre garde à ce que nos chers compatriotes musulmans n'éprouvant rien, que nous les rejetons. Si on entre dans cette voie-là et qu'on parle de conflit de civilisation, il me semble qu'on entre dans une espèce de vision un peu ontologique des civilisations, comme s'il y avait une espèce d'inévitabilité de leur situation. Pas mon propos, mon cher. Mais j'étais sûr que Jean-Pierre Chevènement serait content que je l'aide à préciser sa pensée. Alors ma pensée est très simple. Alors la précision. La civilisation de l'humanité, elle est à construire. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se réfugier dans un occidentalisme à courte vue. Parce que, revenons sur l'Irak, la Libye, les analyses sur la Syrie, tout ça, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et il ne suffit pas de dire on va faire des élections pour que la démocratie s'installe. On l'a vu en Égypte. Heureusement, la Tunisie, par sa sagesse et son héritage, a su surmonter toutes les difficultés qui existaient. Mais enfin, ça ne va pas de soi. Il faut l'éducation, il faut les lumières, il faut la réflexion approfondie.
Et tout cela, ça passe par un dialogue qui, quelquefois, peut donner le sentiment d'un dialogue un peu conflictuel. Oui, non une réflexion, un dialogue un peu conflictuel, et Denis Bouchard, ne pas éviter d'ouvrir peut-être le débat, sans dérapage, mais poser les questions qui fâchent. On le dit depuis tout à l'heure, refus, rejet de l'amalgame entre islam et islamisme, mais cela ne doit pas nous empêcher également de poser les questions ce soir sur le fondamentalisme islamiste, sur sa genèse, sa naissance et son développement. Je crois ça manque aujourd'hui dans le débat. C'est sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un conflit à l'intérieur du monde musulman. Le monde musulman se trouve actuellement en haute turbulence, là aussi, je dirais, du Maroc jusqu'en Indonésie. Vous voyez la situation au Pakistan, vous voyez la situation naturellement au Moyen-Orient. Même en Inde, il y a des tensions extrêmement fortes entre une minorité, entre guillemets, musulmane qui représente 150 millions de personnes. Aux Philippines, il y a également des conflits. En fait, on sent que le monde musulman est traversé par deux courants qui s'affrontent. L'un, pour simplifier, qui serait un courant islamo-conservateur, dont la forme la plus radicale, naturellement, c'est le djihadisme qui peut exister dans tel ou tel endroit. Et puis, de l'autre côté, un monde musulman qui essaie de s'adapter à la modernité, qui, dans certains cas, qui essaie de s'adapter à la démocratie. Et nous avons tout de même quelques exemples réconfortants. La Tunisie, d'où vous venez, Monsieur le ministre, me semble-t-il, est un exemple encourageant. Prenons l'exemple du statut de la femme. Il y a eu des discussions à l'Assemblée constituante. Pour les islamistes, enfin le parti Ennahda, il fallait dire que la femme et l'homme étaient complémentaires, mais pas égaux. Et les modernistes, disons, étaient pour affirmer l'égalité de l'homme et de la femme. Alors ça, c'est un pour empêcher. Oui, d'accord, mais rappelons que la situation de la femme a mis très très longtemps dans notre pays aussi à être égalisée par rapport à nous. Monsieur le ministre, cher Jean-Pierre. Il reste encore beaucoup. C'est simplement une manière indirecte de dire qu'il faut, juste mais brièvement, qu'il faut du temps forcément pour que les choses évoluent. Et comme vous l'avez dit vous-même il y a un instant, ne décourageons pas. Tous ceux qui à l'intérieur de l'islam sont convaincus, ils sont nombreux et leur combat est magnifique, que cet islam est compatible avec la démocratie. En leur rappelant que nous avons mis très longtemps. Vous avez la vision de l'historien, vous avez la vision du temps long. Mais je pense aussi à ceux qui nous regardent et c'est important. Ce soir, Gérard Larcher, et on va revenir à un autre débat, il y a une traque qui se poursuit, peut-être un périmètre qui se resserre, une angoisse, des tensions, même s'il y a des rassemblements populaires et beaucoup de questions. Je voulais juste aussi vous poser une question sur le niveau de vigilance en ce moment. On a entendu Nicolas Sarkozy qui a été reçu tout à l'heure ce matin par François Hollande et qui a posé la question justement sur ce degré, ce niveau de vigilance aujourd'hui dans notre pays, dans notre République. Est-ce que sur ce point-là, vous qui êtes un grand responsable, président du Sénat, vous pensez aujourd'hui que toutes les mesures sont prises, que tout est en place aujourd'hui face à la menace permanente et diffuse, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Chevènement? Je crois que nous utilisons l'ensemble des outils et qu'être responsable, c'est aussi contrôler que l'ensemble des outils sont bien utilisés. J'insiste bien sur les moyens qu'il faut donner pour l'utilisation de ces outils sur le terrain. Il faut en même temps que nos compatriotes, ça je le dis de manière forte, laissent travailler la police, la gendarmerie, laisse travailler la justice, s'adresse aussi aux médias en ces temps, parce que ce travail il est indispensable. Il est indispensable d'ailleurs à l'expression d'une des valeurs de la démocratie que nous partageons, c'est l'exercice de la justice, qui est un point extrêmement important. Et je dois dire que les vraies valeurs de la République, ça ne s'appelle jamais la vengeance, ça s'appelle des règles respectées, et c'est aux forces régaliennes d'exercer cela. Et c'est ce en quoi nous pouvons avoir dans notre diversité politique, moi qui crois profondément à l'État, moi qui crois profondément au rôle de l'État dans ces moments-là, que nous devons nous rassembler, ce qui ne veut pas dire ne pas être exigeant, je l'ai dit tout à l'heure, unité, mais aussi exigence. Comme président du Sénat, je serai avec les présidents des groupes politiques, je l'ai dit au président de la République cet après-midi, extrêmement attentif et exigeant, que nous répondions aux angoisses, aux interrogations, parfois aux peurs de nos compatriotes. Et ces peurs les conduisent au rejet, les conduisent parfois à l'amalgame. Et c'est aussi notre responsabilité, quand nous ne répondons pas à ces questionnements, de créer nous-mêmes
la tentation de l'amalgame et du rejet. C'est une responsabilité majeure des politiques. Puisque vous parlez de cet amalgame et ce rejet, je vais citer Malek Chebel. Vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Pierre Chevènement, qui dit « C'est une vraie inquiétude et angoisse. Je suis très pessimiste pour l'immédiat. Tout le travail que nous faisons et qu'il fait, lui, en particulier depuis les 10 dernières années pour éclairer les Français sur l'islam a été balayé en 5 minutes, dit-il. L'amalgame dont sont victimes les musulmans de France va se renforcer à cause de cette tragédie. Certains Français vont plus que jamais assimiler islam et islamisme et le musulman du coin, de la rue, un terroriste. Et d'ailleurs, on va préciser que les lieux de culte musulmans ont été attaqués aujourd'hui sans faire de victimes, heureusement. Jean-Noël Jeannet, on est à un moment aussi très important de notre histoire, de la République également, qui doit presque faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est l'entrelac ordinaire en démocratie entre l'émotion et le raisonnable. L'émotion est légitime et elle entraîne cette magnifique solidarité collective. Mais elle doit aussi laisser la place au raisonnement et en particulier à un comportement de profonde sympathie à l'égard des musulmans qui sont des musulmans français. Je crois que chacun de ceux qui disposent d'un micro ou d'une plume, je dirais d'un crayon aujourd'hui si vous le permettez, ont la responsabilité de travailler à ce que ce type de peur, d'amalgame, soit farouchement combattu. Et le péril est constant, il ne date pas de ces événements dramatiques. Mais il se peut après tout que de cet horrible événement surgisse, si nous sommes assez sages et assez pédagogiques et en somme assez démocratiques, quelque chose comme une prise de conscience de la folie que représente une attitude qui consiste à rejeter ceux qui ont une autre religion que la nôtre, comme on l'a fait très longtemps avec les protestants. Parce qu'enfin, c'est assez récent, les guerres de religion. Alors ne nous targuons pas d'avoir inventé la laïcité tout de suite. Nous l'avons inventée, nous l'avons affirmée grâce à la lenteur de la réflexion du Sénat de la République comme de la Chambre des députés. Très bien, mais cette lenteur laisse aussi rappeler que tout ça est très très récent. Encore une fois, très 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 récent. Et après tout, la liberté de la presse, cela veut dire que c'est très précieux parce que c'est très rare, que c'est très récent. Nous avons fait tomber, je dis nous, on peut dire nous, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Nous avons fait tomber Charles X en 1830, précisément parce qu'il avait voulu opprimer cette liberté de la presse. Et continuellement, il y a eu des dessinateurs magnifiques qui sont souvent beaucoup plus efficaces que des journalistes. On a vraiment envie, en même temps que les forces de l'ordre, bien sûr, on a envie de les saluer avec gratitude, avec émotion, de nouveau avec émotion, mais raisonnablement. Alors, liberté de la presse et refus de l'amalgame. Pourtant, Jean-Pierre Chevènement, vous avez participé à la réflexion, même, je crois, à la création du CFCM. Dites-moi si je me trompe. J'ai lancé la consultation sur l'islam de France, qui a ensuite été associant toutes les sensibilités. Et ensuite, Nicolas Sarkozy, quand il est devenu ministre de l'Intérieur, a mis sur pied ce Conseil français du culte musulman, qui doit encore se développer dans la durée. Je dirais qu'il a un rôle à jouer. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un acte de confiance dans un islam de progrès, dans un islam éclairé. C'est la leçon que je retiens de Jacques Berck, qui a été mon ami et mon maître, et qui pensait que un islam de France éclairé, eh bien, serait un phare pour le reste du monde. Alors aujourd'hui, nous sommes attaqués dans nos œuvres vives, mais je me joins à Gérard Larcher pour lancer un appel au sang-froid, à la détermination, à l'unité. Et je dis particulièrement que ceux qui vont s'attaquer ou qui se sont attaqués à des lieux de culte musulmans font le jeu des terroristes, car il faut absolument couper ces groupes terroristes de la base dont ils espèrent qu'elle va les soutenir. Donc faisons vivre ensemble la laïcité qui respecte toutes les croyances, toutes les religions, y compris la religion de ceux qui n'en ont pas. Tout à fait. Couper justement ces individus de leur base, évidemment, on ne sait pas s'il y a un lien avec des organisations, probablement Daesh, disent les spécialistes. Denis Bochart, est-ce que c'est important également que les pays arabes, dans leur grande majorité, participent, j'allais dire, davantage, même si beaucoup le font et beaucoup sont associés, participent davantage à la coalition, même si parfois, vous l'avez dit, les conséquences sont inconnues, les conséquences à long terme, mais il faut qu'il y ait davantage d'implication de ces pays à l'extérieur. Bernard Cazeneuve, tout à l'heure, a parlé, il va convoquer de nombreux responsables, ses collègues du renseignement de l'Inter de différents pays européens occidentaux. Il faut que les pays arabes soient également présents? Certainement. Je pense que certains ont eu longtemps une attitude
ambiguë, voire complaisante à l'égard de mouvements Citons-les. extrémistes. La Turquie, on en a parlé tout à l'heure, Oui, double enfin, jeu. Il y en a d'autres. Certains pays du Golfe, oui, aussi. l'Arabie Saoudite, certainement. Je dirais à travers la Ligue islamique mondiale, notamment, l'Arabie Saoudite a développé une forme particulièrement intolérante d'islam, le wahhabisme. On sent qu'il y a une évolution du côté des pays arabes et on sent du côté de l'Arabie Saoudite qui n'a pas hésité à demander au mufti du royaume de considérer que les combattants de l'État islamique étaient des apostats, étaient des mécréants, ce qui est effectivement la pire condamnation. Donc là, il y a une évolution. On sent que d'autres pays sont prêts à s'engager, mais ont de tels problèmes de politique intérieure, je pense par exemple à l'Égypte, qu'ils reste encore assez timide dans la coalition. Un autre pays dont le rôle devrait être important, c'est effectivement la Turquie, qui continue à avoir une attitude assez ambiguë et qui n'a toujours pas autorisé la coalition à utiliser la base d'Incerli qui permettrait d'être beaucoup plus efficace dans les frappes contre Daesh. Donc on sent qu'il y a un mouvement dans la bonne direction, mais il y a encore une mobilisation à faire, car cette coalition, elle est tout de même essentiellement menée par les pays occidentaux et par les États-Unis. Oui, par les États-Unis, oui. Essentiellement, évidemment, parce qu'on rappelle quand même, Gérard Larcher, notre rôle, en tous les cas en Syrie et en Irak, ce sont quand même des frappes extrêmement limitées, même si on est en première ligne, et on le dit souvent. Gérard Larcher, est-ce que c'est le moment également, et je reprends ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Chevènement, d'ouvrir peut-être un débat aussi sur notre approche, notre intervention dans ces pays-là, leurs conséquences. On en parle souvent sur les plateaux de télévision. Nous aurons l'occasion de le faire mardi prochain. En effet, dans le cadre de la Constitution, après 4 mois d'engagement, nous aurons un débat, parce que c'est au Parlement d'autoriser le gouvernement à poursuivre cet engagement. Ça doit être l'occasion d'une réflexion qui sera bien sûr pas tout à fait achevée, qui ne doit pas être fait non plus dans la pulsion, mais nous ne pouvons pas ne pas prendre nos responsabilités. Je voudrais simplement, si vous me permettez, parce que je vois le temps tourner, apporter un témoignage. Nous étions à la fin du premier semestre, un certain nombre dans des camps de réfugiés en Turquie, à Urfa, de réfugiés syriens. Et ces réfugiés syriens offerts, ils nous disaient ce qui était en train de se passer en Syrie, pris entre des forces gouvernementales, entre ce qu'on appelait encore l'État islamique en Irak et au Levant, et ils étaient les otages de tout ça. Il y en a plus d'1 million au Liban. Il y en a 1 million en Turquie. En fait, on n'en parle jamais aussi de ces hommes et de ces femmes qui vivent dans des situations extrêmement précaires, qui déstabilisent un pays. Le Liban est en immense danger dans la convivialité encore préservée qu'il représente. Tout ça aussi, nous devons l'avoir au cœur, parce que sinon nous déstabiliserons. Et la question de la Turquie, c'est pour ça que j'ai noté avec bonheur que le président de la Grande Assemblée nationale turque était prêt à venir évoquer avec nous à la fin de ce mois. Vous aurez un dialogue franc avec lui, direct. Franc, oui, j'ai souvent eu des dialogues francs avec nos amis de la Turquie. C'est au moins l'avantage d'être président. Je l'ai eu avec M. Erdogan quand il était Premier ministre, avec M. Gül et avec d'autres. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de rappeler que quand on privilégie la question kurde sur la question islamiste, on n'assume pas tout à fait sa responsabilité de grande puissance régionale. Je le dis à mes amis turcs. C'est aussi une réflexion qui me paraît essentielle. Il y a le temps de ces débats-là et il y a l'actualité qu'on vit, il y a l'émotion, les rassemblements et également, c'est une information importante, le prochain numéro de Charlie Hebdo qui va paraître mercredi prochain, un numéro qui sera tiré à 1 million d'exemplaires. Par ailleurs, une aide financière va être allouée à l'hebdomadaire satirique en provenance du fonds Presse et Pluralisme et également du fonds Innovation numérique de la presse qui est financé par Google. J'insiste aussi pour rappeler que la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, veut débloquer d'autres fonds en urgence. On voit tout cela avec Nathalie Guillouard. Et puis on parlera également, c'est important, de cette vague d'émotions dans le monde entier, ce qui prouve bien que le combat est global. Regardez. Ils ont voulu tuer Charlie Hebdo, mais le journal n'est pas mort. 1 million d'exemplaires seront dans les kiosques mercredi prochain contre 60 000 habituellement. Jamais l'hebdomadaire satirique n'aura connu un aussi grand tirage. Le journal va continuer parce que ils n'ont pas gagné.
Malgré une rédaction sous scellé, des journalistes disparus, un numéro de 8 pages va paraître au lieu de 16 habituellement. Afin de sortir ce journal avec un tel tirage, France Télévisions, Le Monde et Radio France mettent à leur disposition tous leurs moyens. Une initiative suivie par d'autres grands médias. Mais aussi des fonds de Google et de Presse Pluralisme vont être débloqués. La chaîne de distribution s'engage également à diffuser gratuitement le numéro de Charlie. C'est un élan de solidarité qui s'organise pour la reprise du journal. Depuis l'attentat d'hier au siège de l'hebdomadaire, l'équipe de Charlie Hebdo a également reçu des propositions de collaboration de dessinateurs du monde entier. Mais pour ce numéro spécial, seule l'équipe des survivants de la fusillade le réalisera. La suite de votre édition spéciale sur Public Sénat en direct, bien sûr, c'est un 22h particulier jusqu'à 23h30. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, le président du Sénat Gérard Larcher, l'ancien ministre de l'Intérieur, de la Défense, il a été sénateur du territoire de Belfort Jean-Pierre Chevènement, l'historien Jean-Noël Jeannet qui nous parlait, c'est très important, de la vision à long terme, également du regard, tout ce qu'on peut apprendre de l'histoire pour surmonter ces épreuves. Et nous rejoint le philosophe, historien des religions, Frédéric Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir. On a parlé beaucoup tout à l'heure des menaces, on a parlé de l'actualité avec cette traque. On va également parler de ce qui nous rassemble. On a vu à travers le monde de multiples rassemblements, un même message. Nous sommes tous Charlie ou nous sommes tous Français. C'est pas surprenant, c'est d'abord rassurant de voir tout cela. Oui, moi hier j'étais surtout triste et accablé. J'ai pas beaucoup envie de parler de tout ça. Et aujourd'hui je suis plutôt optimiste. Et je me dis finalement, ce drame épouvantable va peut-être avoir un effet positif. Et cet effet positif, c'est qu'il va ressouder les citoyens français qui sont en pleine déprime, pour plein de raisons, et redonner un élan républicain fort à la France. Alors j'espère que ça durera, mais c'est ce qui est en train de se faire. Et le fait qu'on voit aujourd'hui des gens de toute confession, de tout parti politique, de tous horizons, qui se sentent profondément concernés par ce qui se passe, et qui sont bouleversés, je me dis c'est quelque chose d'extrêmement important et positif. Vous savez, il faut souvent, malheureusement, un traumatisme pour ressouder les gens. Et je crois que c'est ce que la France est en train de vivre. C'est la résilience. C'est la résilience. Ce qu'un individu, ce qu'on appelle la résilience pour un individu, c'est-à-dire une épreuve de vie, permet souvent d'aller chercher des ressources, des forces pour nous faire grandir. Et il y a une résilience pour les peuples. Et je crois que la France est en résilience et qu'elle est en train de vivre une expérience de résilience dans laquelle, effectivement, cette épreuve qui a été un choc collectif très fort, on pourrait dire aussi pourquoi symboliquement ça a été un choc aussi fort, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats et d'assassinats, mais qui n'ont pas eu cette répercussion-là. Donc là, je crois qu'on touche, à travers des dessinateurs de presse, au symbole fondamental, effectivement, de la liberté d'expression, qui est un des piliers, un des fondements, une des valeurs les plus cardinales, les plus importantes de notre vivre ensemble. Et moi, j'ai souvent dit dans des dîners en vidéo, on dit mais les gens n'ont plus de valeur. Je dis pas du tout. Vous auriez demain qu'on interdirait la liberté d'expression, tout le monde serait dans la rue. Et c'est ce qui est en train de se passer. On interdit la liberté d'expression, non pas par une décision politique, mais par un acte terroriste, et tout le monde est dans la rue. Et donc je me réjouis de voir ça, et je me dis, ça peut avoir un impact très positif, même sur la psychologie, sur le moral des Français. Et petite parenthèse, je suis extrêmement déçu que des parlementaires aient décidé d'interdire au Front National de manifester dimanche. Tous les Français doivent manifester dimanche, quelle que soit leur appartenance politique, et c'est aller contre justement le sens profond de ce qui est en train de se vivre, cet élan de solidarité, de fraternité, au-delà de tous les clivages politiques et religieux qu'on est en train de briser avec ces décisions politiques absurdes. Et j'espère que François Hollande, demain, qui recevra Marine Le Pen, va clairement dire que tout le monde doit être à cette manifestation. Gérard Larcher, vous insistez là-dessus. C'est pas une affaire de parti politique. Oui. C'est ce que j'ai dit en ouvrant notre émission tout à l'heure. Cette décision de quelques-uns est absurde. Elle n'a pas de sens. Ou alors il faut interdire le parti politique parce qu'il ne correspond pas aux valeurs de la République. C'est pour ça que je crois qu'on doit se ressaisir. Parce que là, sinon, nous allons briser quelque chose. Et nous avons encore besoin de ce temps de la compassion, de l'unité, avant que nous prenions nos responsabilités dans l'action. À propos de ce que vous dites, j'ai été frappé par les comparaisons qui ont été faites parfois depuis hier avec le 11 septembre. Ah, exactement. Un avant on a entendu et un un 11 après. septembre à la française. Et je trouve qu'elle est malvenue, cette comparaison. Pourquoi ? Parce que le président Bush a tiré de l'événement du 11 septembre la conclusion qu'il fallait faire une croisade contre un pays musulman. Trouver une sorte d'exutoire. Qui n'était pour rien dans les attentats. Et le mot, bien entendu, je sais que je ne serai pas contredit à cet égard par Jean-Pierre Chevènement, mais nous sommes nombreux à le penser. Je parle de la Seconde Guerre du Golfe. Et il y a eu par conséquent à ce moment-là
un effet de dérive vers l'extérieur. Et en réalité, ça a eu un effet extrêmement négatif à l'intérieur des États-Unis d'Amérique quant au regard porté sur les musulmans. C'est juste le contraire qu'il faut faire en France. Je crois que cette conversation que nous venons d'avoir sous vos auspices a été très notablement dans ce sens. Frédéric Lenoir a dit quelque chose de très important, la résilience des peuples, Jean-Pierre Chevènement. On évoque depuis hier le traumatisme, le choc, la sidération. Et il y a aussi ce dont il parle, c'est très important, ce déclic, ce rassemblement, cet élan collectif qui n'est pas, on l'espère évidemment, temporaire ni provisoire. Alors Vous voilà, croyez justement il y a à la cette prise de mobilisation conscience du peuple français pour défendre la liberté de s'exprimer, pour manifester son horreur devant un acte absolument ignoble. Mais plus profondément, il y a les valeurs républicaines qu'il faudra faire vivre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que cela demande un travail d'éducation. Un travail d'éducation qui, en France, est à beaucoup d'égards à refaire, pour remettre les gens au niveau du long terme. Nous sommes un peu pris dans le court-termisme. Et je crois que cet immense effort de refondation de la République, c'est celui-là qui nous attend. Et c'est comme cela que le peuple français, comme je le crois, manifestera sa résilience. Il y a eu aussi, Frédéric Lenoir, le message du pape. Et plus largement, le pape François a beaucoup mis en évidence, en avant ces derniers temps, le dialogue des cultures et des religions. On en parlait depuis tout à l'heure. On se souvient d'ailleurs de son voyage en Turquie, Gérard Larcher, et le pape François qui a été dans cette fameuse mosquée bleue d'Istanbul avec d'autres responsables religieux musulmans. Alors pour vous, c'est un sens particulier, pour nous également, évidemment. Le message du pape, quelle autorité aujourd'hui, alors là on sort un peu du cadre, quelle autorité peut porter au niveau mondial un message fort? Est-ce que le pape François peut le faire? Est-ce qu'il est entendu par toutes les communautés, toutes les religions encore aujourd'hui? Non, mais aucune autorité n'est entendue par toutes les communautés, toutes les religions. Mais c'est très important que les autorités pour chaque communauté et chaque religion puissent s'exprimer dans le même sens. Et c'est parce qu'on aura effectivement toute une palette de personnalités qui viennent de tous les horizons religieux et politiques qui diront le même message que ça aura un impact. Moi, ce qui m'importe beaucoup, que ce soit dans ce message du pape François ou dans les messages de tous les représentants des diverses religions, et notamment de confession musulmane, c'est qu'on voit bien, et là je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y a pas véritablement, au sens propre, une guerre de civilisation. Il y a une guerre au sein des civilisations de ceux qui ne sont pas civilisés. C'est-à-dire qu'il y a une guerre de civilisation de ceux qui ne sont pas dans la civilisation. Ce sont les franges, je dirais, qui sont en train un peu de pourrir de la civilisation, de part et d'autre, qui sont en conflit les unes avec les autres. Et donc on a de l'extrémisme de part et d'autre, mais vous avez dans les civilisations, qu'elles soient, prenons clairement la civilisation occidentale, la civilisation musulmane, vous avez très clairement une très grande majorité de gens qui restent civilisés et qui n'ont pas du tout envie de cet extrémisme violent, radical. On l'a exprimé, j'ai entendu sur ce plateau de nombreuses fois, j'ai été en taxi 2 heures après les événements avec un chauffeur qui était musulman, il avait les larmes aux yeux, il me dit « je suis infiniment triste pour les victimes et leurs familles, je suis infiniment triste pour la France, je suis infiniment triste pour l'islam. Qu'on associe l'islam à de la barbarie comme ça, c'est un tout autre islam que je pratique et c'est un islam civilisé. » Et donc là-dessus, évidemment, moi j'ai aujourd'hui beaucoup de peine pour les très nombreux musulmans en France qui se voient encore une fois associés par certains avec ce qui s'est passé là. Et donc il faut éviter évidemment, comme ça a été dit tout au long de cette soirée, tous les amalgames et comprendre que la clé du problème, c'est l'obscurantisme qui existe partout, qui existe dans toutes les religions, qui existe dans toutes les cultures. Et dont les musulmans sont victimes. Et dont les musulmans sont les premières victimes. Si vous prenez dans le monde les chiffres des victimes en termes de morts, du fanatisme musulman, ce sont les musulmans. Dans la plupart des pays musulmans, ils sont victimes de ces fanatismes, que ce soit évidemment les talibans en Afghanistan, en Syrie, etc. Et notamment les femmes, qui subissent quelque chose dans lequel elles n'ont absolument pas le droit de citer, elles n'ont pas le droit d'être éduquées. Enfin, on voit très bien que les musulmans sont les premières victimes. Alors là-dessus, je crois qu'effectivement, il y a un problème, maintenant il faut chercher des solutions, il y a un problème d'éducation. Vous rejoignez Jean-Pierre Chevènement. Bien sûr, d'éducation des valeurs, d'éducation. Et puis il y a un problème, comme vous le disiez très justement, je pense, aussi de spiritualité. C'est-à-dire, je crois que d'un côté, notre monde est pris en tenaille entre un fanatisme religieux identitaire qui est très menaçant et dont on a l'expression aujourd'hui, et puis entre un matérialisme consumériste individualiste qui ne donne aucun horizon de sens de la vie à des individus. Et donc ce qui manque à l'intérieur de tout ça, c'est tout simplement de l'intériorité. C'est proposer
aux gens, proposer aux jeunes une vie qui ait du sens, fondée sur de la solidarité, du partage, du sens aussi à travers peut-être si on est dans un cheminement philosophique ou spirituel, qui ne passe pas que par de l'identitaire, mais qui passe par une intériorisation, une rencontre avec soi-même. Et je pense que dans les mosquées, si au lieu d'avoir des prédicateurs, notamment en France, des prédicateurs salafistes ou qui nous enseignent des messages d'un islam le plus rigoriste, le plus extérieur, le plus formaliste, on avait des enseignants musulmans qui enseignent un islam spirituel, on n'en serait pas là. Et tout le problème est, est-ce qu'on peut effectivement un peu mieux former ces imams qui, ça c'est un sujet que vous connaissez très bien. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut un peu mieux former les imams en France? C'est une clé du problème à long terme. Absolument. Mais il faudra encore que les propositions qui ont été faites il y a longtemps soient suivies, qu'il y ait un petit peu d'argent, pas beaucoup. Absolument. Mais ce serait, alors évidemment, il y a le principe de la laïcité, mais j'ai écouté ce que vous disiez à propos de la spiritualité. Et me venait à l'esprit ce mot de Alain, il y a une laïcité intérieure. Claude Nicollet reprenait cela en disant il y a une république intérieure. Parce que je pense que la spiritualité, chacun y a accès à sa manière. On entend les mots spiritualité, éducation, intériorité. J'avais presque envie de dire, Jean-Noël Jeannet, trivialement, j'avais envie de dire quel chantier. Qu'est-ce que ce sera long? Qu'est-ce que ce sera difficile? Qui va porter tout cela aujourd'hui? Qui sont les hommes et les femmes? Nous-mêmes d'abord, après tout, nous sommes encore très influents. D'abord la société civile. Et puis nos enfants. Je repensais à ce propos, à la loi du hussard noir de la République. Oui, ça me convient assez bien. Est-ce que je peux... je termine, Président. 1905 a encore beaucoup à nous enseigner, parce que les grands auteurs de cette loi, c'est-à-dire Briand, Jaurès et Clémenceau, ont refusé le point de vue de l'extrême gauche qui disait on va en profiter pour écraser l'Église et pour provoquer des schismes. Et ils ont été ceux qui ont dit il faut la tolérance parce qu'il y aura une évolution vers la libre pensée et vers la conscience de la liberté de religion. En face, il y a eu aussi deux camps. Il y a ceux qui ont dit pas question, on va c'est comme les imams d'aujourd'hui qui prêchent le combat très violent. On va refuser ça, on va refuser ce qu'on nous propose en nous proposant de gérer les églises. Parce que c'est intolérable. Et puis il y a une grande majorité de catholiques qui ont dit après tout on va réfléchir à ce qu'a été cette loi. On va comprendre que ce que l'on nous propose, c'est la vraie liberté de conscience. Et que si nous croyons que nous avons une vérité, nous pourrons être capables de la diffuser, de convaincre les autres, mais pas par le glaive. Pas par le glaive, pas par la force. Ce qui fait que je pense que cette loi de 1905, il y a donc tout juste 110 ans, mérite d'être relue et étudiée dans toutes les écoles de France. Par les hussards de la République. Oui. Oui, je voulais simplement, parce que Noël Jeannet vient d'utiliser le mot tolérance. Je voudrais rappeler ce propos de Rabot-Saint-Étienne aux États généraux. C'est la nuit des citations. Oui, non, allons-y. parce qu'elle m'a marqué dans ma spiritualité personnelle, et j'ai le droit d'afficher ma spiritualité personnelle ce soir. Il était protestant. Et il était pasteur à Nîmes. Et il dit, tolérance, ce mot dont je me méfie parce que je ne fais que tolérer l'autre. Et je ne le respecte pas dans son identité, comme il doit aussi me respecter. C'est un mot très fort. Et c'est un mot prononcé à l'été 1789. Et qui, à mon avis, peut nous nourrir encore dans la réponse républicaine que nous devons avoir aujourd'hui, dans cette laïcité républicaine, qui doit être capable, me semble-t-il, d'emporter tous les refus des autres, mais en même temps, pour moi, le socle, c'est les lois de la République. Et c'est ce qui est au-dessus de tout. Je le dis avec mes convictions personnelles, le socle, c'est les lois de la République. Frédéric Lenoir. Oui, et en même temps, une République ne peut pas vivre sans valeurs partagées, sans valeurs communes, qui sont la boussole, qui donnent finalement le sens de notre vivre ensemble. Donc on a besoin de lois qu'on doit tous respecter et on a besoin de sens. Et là-dessus, Jules Ferry, qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas être laïque, disait, il prenait un enseignement des sagesses du monde à l'école primaire. C'est-à-dire qu'il proposait qu'on enseigne le confucianisme, le bouddhisme, les fondements essentiels de toutes les grandes sagesses du monde, parce qu'il disait on a besoin d'enseigner les valeurs universelles. Et je pense que c'est une formidable intuition qui a complètement été perdue. Et moi, je milite activement aujourd'hui
pour qu'on puisse enseigner les fondements de la philosophie, de la psychologie dès l'école primaire. Eh ben, allez jusqu'au bout. De Jean-René Le Cerf et d'Esther Benbassa, deux personnalités, reconnaissons-le, très différentes. Eh ben, nous sommes nombreux, donc j'en suis ravi, à militer pour qu'on enseigne dès l'école primaire les fondements de la philosophie, parce que si ces enfants qui sont scolarisés, même s'ils sont dans des milieux défavorisés, regardez nos deux assassins, ils sont orphelins, ils ont été à l'école, on leur aurait appris des choses à l'école qui les auraient aidés à réfléchir. On leur aurait appris les fondements du vivre ensemble, la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on peut vivre en société sans se respecter? Qu'est-ce que sont les valeurs? Il y a plein de choses essentielles qui nous aident à vivre à titre personnel, qui donnent du sens à notre vie, qui nous aident à vivre ensemble, qu'on n'enseigne absolument pas aux enfants. Or, on devrait commencer par ça. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Une citation de Peggy. La mystique républicaine, c'est quand on meurt pour la République. Oui. Alors lui, il est mort, mais il y a plusieurs manières de mourir. Vivre avec abnégation, c'est une façon de servir la République. Pour la République. Moi, j'hésite toujours à citer Rabot Saint-Étienne comme Gérard Larcher, parce qu'il y a eu un autre mot, puisque nous faisons un saut de citation, que je désapprouve totalement. Quelqu'un évoquait le passé à la tribune, il a dit, mais enfin, monsieur, l'histoire n'est pas notre code. C'est pas notre pour code. un historien, c'est le comble pour un historien, n'est-ce pas? On va arriver insupportable. bientôt à la fin de cette édition spéciale. Je voudrais vous demander un tour de table. Nous avons parlé des différents éléments. Nous avons parlé de l'espoir, de l'émotion, de l'élan collectif, de la résilience. Nous avons parlé des menaces sur le plan extérieur, sur les différents fronts. Nous avons parlé de ce qui se passe actuellement, la traque, je le rappelle, qui se poursuit, nuit de traque pour le RAID et le GIGN avec nos forces de police en première ligne. Quel message pour les prochains jours, les prochaines heures qui vont être cruciales, Jean-Pierre Chevènement, à la fois pour notre pays, pour cette traque, et puis au-delà, quel message, sur quoi faut-il insister pour conclure selon vous? D'abord, je pense à nos policiers et à nos gendarmes, et à leur travail, cette nuit, difficile. Et puis, je dis aux Français que l'heure est au sang-froid, à la détermination, et puis demain peut-être à la réflexion. Je crois qu'il faudra vraiment un peu de capacité d'analyse, peut-être d'autocritique jusqu'à un certain point, pour cerner le problème dans sa globalité. Parce que chacun comprend que ce n'est pas un problème simple. On a vu la pointe de l'iceberg qui émerge. Mais il faut comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et si la République fait ce travail, mais qui demande du courage, de l'exigence, eh bien, on peut avoir confiance en elle. Jean-Noël Jeannet, même question. Oui, rassemblons-nous, méprisons les pauvres manœuvres qui peuvent actuellement se manifester pour entamer cette unité. Rarement dans l'histoire du pays, il y a une telle unité. Et soignons-la, respectons-la, tirons-en le meilleur. Et ensuite, en effet, là je rejoins Jean-Pierre Chevènement, réfléchissons avec calme et dans la longue durée, ce n'est pas un réflexe corporatiste, si je dis ça vraiment, dans la longue durée d'une histoire nationale, réfléchissons aux leçons que nous pouvons en tirer, aux périls que nous pouvons rencontrer, aux tentations que nous pouvons écarter, et aux séductions finalement d'une grande fierté collective. Frédéric Lenoir. À court terme, moi j'insisterai, oui, dans les jours qui viennent, sur le positif de cette mobilisation, l'accentuer que chacun d'entre nous s'engage à son niveau. Je vois circuler des chaînes, évidemment, sur les téléphones portables et les ordinateurs. Il va y avoir des millions de signatures de gens extrêmement divers, dont la plupart ne connaissaient pas Charlie Hebdo, et dont certains d'ailleurs n'aimaient pas du tout Charlie Hebdo. J'ai été frappé d'une chose, l'UOIF, l'organisation, on va dire, la plus identitaire de l'islam en France, qui a fait un procès à Charlie Hebdo lorsqu'il y a eu la publication des caricatures. Bon, on a le droit de faire un procès. Et ils ont, quelques heures après l'attentat, ils ont mis sur leur site un message donnant toute évidemment, leur condamnation de l'acte, leur compassion envers les familles victimes, en disant, on demande à tous les musulmans de l'UOIF de se mobiliser dans tous les rassemblements contre ces actes anti-républicains. Ça, je pense que c'est extrêmement positif et qu'il faut le vivre pleinement et après essayer évidemment de tirer des leçons à long terme. La conclusion également, Gérard Larcher. Oh non, je voudrais la reprendre avec quelqu'un que j'aurais dû passer mon temps de midi, qui était Cabu, puisque j'avais rendez-vous avec Cabu à midi pour tourner un documentaire dont le titre, il était peut-on rire de tout. Et au fond, j'ai un point de divergence avec Cabu. Je crois qu'on ne peut pas rire vraiment quand on assassine la liberté. Et je crois que c'est à ça que nous devons réfléchir, collectivement. C'est un bien collectif, et ce bien collectif, il s'incarne dans la République. Et je crois que c'est ce qui nous rassemble. Et en même temps, comme politique, nous avons la responsabilité de l'exigence. Nous ne pouvons pas être que dans la parole,
nous devons aussi être dans les actes et dans les actions. C'est la responsabilité politique, c'est la responsabilité pour le président du Sénat que je suis aujourd'hui. Merci messieurs, merci d'avoir été nos invités, merci pour ce débat, j'espère que nos téléspectateurs l'auront apprécié. On arrive à la fin de cette édition spéciale et on va clore ce 22h avec un hommage particulier, si vous le permettez. C'est un hommage en caricature, puisque tout le monde prend son crayon. Et un hommage qui a été fait par notre dessinateur, Hervé Baudry, qui est caricaturiste, qui était venu hier sur notre plateau, qui connaissait très bien tous nos confrères malheureusement assassinés. Regardez cet hommage. Voilà pour cet hommage. Merci de votre fidélité. Merci aussi bien sûr à toutes les équipes du 22h et de Public Sénat plus généralement, mobilisées pour vous tenir informés et pour privilégier, c'est l'essence même de notre chaîne, privilégier l'analyse et le débat comme ce soir. Merci à vous.